Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, vos commentaires me permettront de progresser sur la plateforme. Cet anime raconte l'histoire d'un jeune aspirant samouraï nommé Shine. Nous sommes en 1564. Shine se cache dans des buissons, guettant une bande de bandits sur la route qu'il prévoit d'éliminer. Son rêve est de devenir un héros légendaire. Mais ses plans sont interrompus lorsqu'il entend les bandits se disputer avec deux mystérieux individus, un esprit renard nommé Tama et un garçon nommé Jinka, qui se présente comme le frère cadet de Tama. Tama tente de raisonner les bandits, leur conseillant d'abandonner leur vie de voleur et de chercher un travail honnête. Les bandits éclatent de rire devant cette jeune fille qu'ils jugent naïve, dégainent leurs sabres, exigeant qu'elle leur remette tous ses objets de valeur. Avant qu'il n'ait le temps d'agir, Jinka frappe l'un d'eux avec son bâton en déclarant qu'il en a assez de leur sottise. Il jette alors 3 talismans au sol, murmurant des excuses. Dès que les talismans touchent terre, un sort s'active. Le sol se met à vibrer et 3 poings géants de bronze surgissent pour frapper violemment les bandits, les projetant au loin et les assommant. Tama, furieuse, donne un coup à Jinka et lui demande comment ils vont maintenant retrouver le chef des bandits. Mais elle se résigne en soupirant, se disant que râler ne sert à rien, surtout pour une femme pas comme les autres. Shine, témoin de toute la scène, est fasciné par les pouvoirs surnaturels qu'il vient d'observer et décide de suivre Tama et Jinka dans l'ombre. Bien que Tama remarque sa présence, elle choisit d'abord de l'ignorer. Lorsque le duo fait une pause près d'une rivière, Tama, exaspéré par l'espionnage de Shine, ramasse une pierre et la lui lance en pleine tête, le forçant à sortir de sa cachette. Shine, un peu sonné, se présente et demande des explications sur la technique utilisée pour vaincre les bandits. Jinka, agacé, lui répond que ça ne le regarde pas et s'apprête à partir. Mais Shine lui propose un marché. Il leur révélera la cachette des bandits en échange d'informations sur leur pouvoir. Intrigué, Jinka se présente comme un guerrier sage et Tama comme un esprit renard. Sa sœur aînée jurée. Shine éclate de rire, pensant qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais Tama le menace aussitôt de lancer un sort, déclarant qu'elle transformera une branche en serpent. Terrorisé, Shine la supplie de l'épargner, ignorant que le serpent n'est qu'une illusion. Une fois l'accord scellé, Shine les guide jusqu'à la planque des bandits, leur indiquant que le chef est celui qui porte un casque de samouraï. Jinka prévient Shine de rester en retrait, jugeant qu'il est trop faible. Mais Shine, indigné, hurle qu'il est suffisamment fort pour vaincre le chef en un seul coup. Son cri alerte la bande, qui encercle rapidement les uns. Tama tente de calmer la situation et s'avance vers le chef, leur proposant une fois de plus de renoncer à leur vie de criminel. Les bandits, se moquant d'elle, commencent à l'encercler, prêts à attaquer. Jinka intervient alors, brandissant son bâton pour repousser les assaillants, tandis que Tama esquive habilement les coups, préférant rester en retrait. Pendant ce temps, un bandit tente de frapper Shine dans le dos, mais il est renversé par un autre bandit projeté dans les airs. Profitant de l'ouverture, Shine dégaine son épée et d'un seul coup, brise l'arme, le casque et la tête du bandit. Gonflé de confiance, il s'avance vers le chef, mais est soudain surpris lorsque 2 bras géants surgissent du casque du chef et bloquent son attaque. Le boss révèle alors sa véritable forme, un esprit monstrueux. Tama et Jinka comprennent immédiatement qu'ils ont affaire à un esprit. Tama demande à Jinka s'il peut le vaincre et il répond oui, à condition d'utiliser son pouvoir. L'esprit attaque en premier. Tama lui mord alors la main, laissant son énergie spirituelle s'échapper avec son sang. Jinka aspire alors le sang et l'énergie, transformant Tama en une forme humaine temporaire, puis en un esprit renard surpuissant. Le chef des esprits ordonne aux bandits d'attaquer, mais Jinka les abat facilement d'un simple coup de bâton. Lorsque l'esprit tente de le frapper de ses bras géants, Jinka esquive et saute haut pour contre-attaquer. Bien que l'esprit tente de résister, Jinka augmente sa force et le renverse, brisant son casque en 2. Il inverse ensuite sa transformation et reprend sa forme normale aux côtés de Tama. Finalement, il envoie les âmes de l'ancien esprit et de l'humain qui le contrôlait dans l'au-delà et Shine, encore sous le choc de tout ce qu'il a vu, demande à Tama pourquoi ils agissent ainsi. Elle explique qu'elle aime les humains, alors elle se consacre à éliminer les personnes maléfiques, qu'elle soigne des esprits ou des humains. Jinka, quant à lui, affirme aimer les esprits et détester les humains, mais il suit Tama comme son frère cadet. Elle déclare qu'ensemble, ils sont les frères qui ont réformer le monde, ce qui laisse Shine complètement perplexe. Plus tard, à l'auberge, ils entendent un fermier se plaindre du monstre gigantesque qu'ils ont vu le matin même. Il dit avoir engagé un moine guerrier pour s'occuper de la créature, mais il a été tué sans même pouvoir l'égratigner. Le fermier montre un dessin du monstre, une créature dotée de 2 paires de bras musclés géants et d'un seul œil. Les moines guerriers qui l'accompagnent reconnaissent la créature comme étant Shako et sont furieux d'apprendre que leur collègue a été tué. Ils se préparent à traquer le monstre, tandis que Shine, inquiet, craint que les moines ne prennent Tama pour un esprit maléfique. Mais elle le rassure en lui expliquant que les moines guerriers n'attaquent que les esprits qui menacent les humains. Elle demande à Shine pourquoi il les suit et il invente rapidement une excuse, prétextant une simple coïncidence. Avant de s'endormir, Jinka s'agace, mais Tama reconnaît le potentiel du garçon. Le lendemain matin, Shine se réveille un peu tard et découvrir que les frères spirituels et les moines guerriers
ont déjà quitté l'auberge. Il court après eux et les trouve en train de se regarder avec une hostilité absolue. Il décide donc de se cacher pour observer la situation. Les moines guerriers discutent avec Jinka qui pense que le monstre Shako a peut-être déjà tué des humains, mais ce n'est pas une raison suffisante pour le traquer. Tama l'interrompt avant qu'il ne s'emporte et demande aux moines s'ils connaissent une raison pour laquelle le monstre Shako attaque les humains. Les moines affirment qu'ils ont reçu l'ordre de garder le secret et les deux groupes sont dans une impasse. Soudain, un bras musclé gigantesque apparaît derrière Shine. Il panique en réalisant qu'il s'agit du monstre Shako. Les moines se précipitent pour l'affronter et l'un d'eux pousse Shine en sécurité. Les moines utilisent leur pouvoir spirituel pour tenter de piéger le monstre, mais ils ne sont pas assez forts. Le monstre Shako se libère des amarres et les repousse. Tama demande alors à Jinka de les aider. Jinka s'avance contre le monstre, le frappant avec son bâton et esquivant habilement ses coups. Il lance plusieurs talismans en l'air, invoquant ses bras de bronze qui piègent Shako. Mais au moment où il s'apprête à porter le coup fatal, il ressent quelque chose d'étrange. C'est à ce moment-là qu'il rattrape les deux moines inconscients et s'enfuit à une vitesse impressionnante, laissant Shine derrière lui. Désespéré, Shine les poursuit. Il s'arrête alors dans une cabane dans la forêt pour se reposer. Shine demande alors comment Jinka fait pour ne pas paraître fatigué après avoir porté deux adultes et couru autant. Tama le décrit comme quelqu'un de spécial et mentionné que son maître l'a entraîné durement et insiste sur le fait que Jinka peut encaisser beaucoup de coups. Les moines sont choqués d'apprendre que le maître de Jinka est Koko, une guerrière légendaire qui a vaincu des innombrables entités maléfiques. Mais Tama ne route pas une occasion et exige que les moines révèlent tout ce qu'ils savent sur Shako. Un gars, un moine aîné, décidé de dire la vérité. Il explique que Shako est un humain spirituellement amélioré créé par le temple d'Angai. Le temple tentait de transformer des humains à fort potentiel spirituel en esprits artificiels pour augmenter leur force de combat. Mais ce monstre originaire d'une grotte a fini par perdre le contrôle, s'est échappé et a massacré tous les habitants d'un village par vengeance. Shine est furieux d'apprendre cela car il a grandi avec la conviction que les faibles ne méritent pas la vie et a juré de devenir fort à tout prix. Il attrape un gars par le col et lui demander comment ils ont eu le culot de transformer une grotte en monstre. Les moines répondent que Shako était complètement inutile, que le temple lui avait offert un toit et que maintenant qu'elle a tué des centaines de personnes, ils n'ont d'autre choix que de l'éliminer. Tama intervient, ordonne à Shine d'arrêter et dit aux moines que les Jinka s'en sont occupés. Un gars refuse mais finit par céder. Les frères spirituels combinent alors leur pouvoir pour opérer la transformation spirituelle. Tama gémit légèrement tandis que Jinka absorbe son pouvoir et se transforme en un esprit renard surpuissant. À cet instant, Shako apparaît et Jinka passe immédiatement à l'attaque. Malgré toute sa force, Jinka ne parvient pas à infliger de dégâts significatifs. Shako contre-attaque, détournant le coup et se préparant à tirer un canon spirituel. Jinka réagit rapidement et invoque un coup de poing en bronze qui détruit l'attaque de Shako, le touchant même au passage. L'attaque détruit les parties monstrueuses de Shako, sauvant la jeune humaine. À l'intérieur, le curieux Shine s'approche de la jeune fille, tandis que les moines déclarent qu'ils la ramèneront au temple. Indigné, Shine manque de dégainer son épée, mais un gars abandonne, admettant qu'il n'a aucune chance contre Jinka. Tama vérifie que Shako va bien et prévient les moines qu'ils seront punis pour avoir mené des expériences illégales sur des humains. Un gars tentait de protester, mais Jinka lui assurait qu'il peut vaincre les 300 moines du temple à lui seul s'il le faut. À son réveil, Shako ne se souvient de rien de son enlèvement au temple. Elle raconte qu'elle rentrait chez elle avec des légumes lorsque son père l'a vendue à un moine. Il lui a promis de lui donner un endroit où se sentir chez elle et assez de pouvoir pour ne plus être harcelé. Son dernier souvenir est celui d'avoir été endormi dans les montagnes. Jinka lui explique tout ce qui s'est passé et Tama la réconforte en lui disant qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter après cela. Shako guide le groupe jusqu'au siège du temple. Jinka est prêt à affronter les moines, mais Tama lui ordonne de simplement les effrayer et de leur faire la morale. Ils entrent dans le temple et les moines guerriers menés par un gars attaquent Jinka. Il utilise une ruse, il frappe une poupée de papier à sa place. Le vrai Jinka apparaît alors sur le toit, invoquant un énorme point de bronze qui renverse plusieurs moines. Un gars sort un vieux pistolet et tire dans la jambe de Jinka malgré cela. Jinka se déplace à grande vitesse, renversant les moines un par un. Alors qu'il se prépare à attaquer un gars, une équipe de moines rassemble de l'énergie pour un canon à esprit et le surprend, le frappant de plein fouet. Il en résulte une explosion gigantesque, mais Jinka s'en sort parfaitement bien. Il souffle la fumée de l'explosion, puis attaque les moines avec un bras de bronze géant. Tama et les autres observèrent le combat de loin grâce à ses oreilles de renard. Elle réalisa que Jinka avait déjà franchi la porte et pénétré
entrer dans le temple. Shine, intriguée, la croyait humaine en lui donnant son pouvoir. Elle lui montre alors qu'elle possède 2 paires d'oreilles, une humaine et une de renard qui lui rappellent sa véritable identité. Pendant ce temps, Jinka s'approchait du laboratoire secret du temple lorsqu'un groupe de prêtres de haut rang arriva. Le grand prêtre Jian Zhen aperçut Jinka et regretta que les moines à l'entrée aient laissé entrer un simple garçon comme lui. Il ne prévoyait pas de le combattre et envoya un autre moine qui se transforma en gobelin. Il bondit sur Jinka et l'attrapa. Le moine gobelin tenta de l'étrangler, mais Jinka transforma une de ses queues en bras de bois et l'attrapa. Il étrangla le moine monstrueux, mais il avait déjà perdu une grande partie de son énergie spirituelle. Inga et son partenaire s'y rendent et demandent à Jinka pourquoi il tient tant à attaquer leur laboratoire. Jinka comprend qu'il cherche simplement à gagner du temps pour l'arrivée des renforts. Cependant, il a aussi besoin de repos. Alors il obéit à leurs ordres. Jinka déclare être là pour voler leur matériel de recherche afin de perfectionner la technique de transformation spirituelle de son maître. Il souhaite devenir un véritable esprit, contrairement à sa transformation temporaire actuelle ou à la technique précaire utilisée auparavant par le moine. Après s'être suffisamment reposé, il se dirige vers le complexe secret. En chemin, il tombe sur Izen qui monte la garde. Jinka saute haut dans les airs et s'apprête à détruire le bâtiment, mais soudain celui-ci se met à trembler et s'élève au-dessus du sol. Il s'avère qu'un gigantesque esprit de pierre a fusionné avec les fondations du bâtiment et sur ordre d'Izen, projette Jinka contre la montagne voisine. Sa transformation spirituelle est alors annulée et lorsque Tama reprend son apparence normale, elle craint que Jinka soit inconscient ou mort. Juste à ce moment-là, un autre prêtre arrive pour ramener Shako au temple. C'est aussi un humain spirituellement amélioré, transformé en un hybride de loup et d'ours. Ses paroles résonnent en Shako. Et soudain, les souvenirs de l'époque où elle était une humaine spirituellement améliorée lui reviennent. Shine se mobilise pour sauver tout le monde et se met à genoux, suppliant le prêtre loup de les laisser partir, car ce ne sont que des voyageurs ordinaires qui n'ont aucune idée de ce qui se passe là-bas. Il lâche prise et Shine le serre dans ses bras, le suppliant toujours de les épargner. Tama lui ordonne de partir, mais il lui demande de courir ou de le sauver. Le prêtre monstre décide de le tuer, mais soudain, le bras de Shako se transforme en monstre. Elle demande à Shine de reculer, puis frappe le prêtre monstre d'un coup de poing puissant qui le projette dans les airs. Shako a du mal à se contrôler et elle se souvient maintenant de tous les actes horribles qu'elle a commis lorsqu'elle était un monstre. Elle a tué ceux qui la maltraitaient et même son père Cupid. Ce souvenir la fait fondre en larmes et s'enfuit. Shine tente de la poursuivre, mais Tama l'arrête, lui disant qu'il vaut mieux laisser Shako affronter ses douloureux souvenirs dans la solitude. Malgré cela, Shine décide de l'aider et part à sa poursuite restée seule. Tama se souvient de la mort d'un vieil ami qui lui avait appris la fragilité des humains et l'avait dévasté. De son côté, Jinka rêve aussi du passé. Lorsqu'il s'entraînait auprès d'un guerrier légendaire, il avait pour ami et gardien un monstre poilu tué par des humains. Jinka fut dévasté en apprenant cela et découvrit que l'humain qui avait porté le coup fatal à son ami était toujours en vie. Submergé par la haine et la colère, il décida de se venger. Lorsqu'il tue l'homme, son rêve prend fin et il se réveille dans une petite flaque d'eau. Il trouve un morceau de tissu devant lui et le sous-prêtre Yanzen lui parle à travers. Il est impressionné que Jinka ait résisté au coup de l'esprit du château et promet de mettre fin à ses jours prochainement. De retour dans la forêt, Shine cherche Shako lorsqu'il trébuche sur une racine d'arbre et roule jusqu'au bord de la falaise où Shako était assis. Elle s'enfuit dès qu'elle le voit et lui demande de ne pas s'approcher d'elle car c'est un monstre et une meurtrière. Shine affirme n'y être pour rien car les événements se sont produits alors qu'elle était hors de contrôle. Mais Shako se souvient calmement qu'elle a pris la main du sombre prêtre lorsqu'il lui a offert son pouvoir et que c'est pourquoi elle se sent responsable de la mort de tous. Mais Shine lui demande ce qu'il y a de mal à vouloir le pouvoir. Soudain, le rocher au-dessus de ses pieds se fissure et il glisse de la falaise. Il s'accroche comme si de rien n'était et au lieu de l'aider, Shako s'enfuit. Les rochers se brisent encore plus et Shine tombe. Heureusement, la chute était courte, il n'est donc pas mort. Tama arrive pour voir comment il va et l'empêche de poursuivre Shako à nouveau. Il lui demande pourquoi il s'inquiète autant pour elle. Il se souvient l'avoir vue pleurer, ce qui lui fait mal à la poitrine. Alors il pense qu'elle ne devrait plus jamais être seule. Il dit que les esprits comme Tama ne peuvent comprendre les sentiments d'un humain et se met à courir après elle. Mais elle le frappe avec un bâton et lui dit que Shako est passé de l'autre côté, alors ils courent après elle ensemble. De son côté, Jinka tente de rattraper Tama quand soudain Shako le dépasse. C'est alors que Shine arrive et l'arrête. Shako menace de le poursuivre en justice pour harcèlement, mais il affirme qu'il n'y a pas de procès en ce monde. Il lui dit alors qu'elle a raison de rechercher le pouvoir, car les faibles sont toujours opprimés et que ce n'est pas sa faute si elle a été soumise à des expériences illégales. Il se met à pleurer, affirmant qu'elle n'a rien fait de mal, et Shako est également ému en le voyant tandis qu'il pleure et se tiennent la main. Tama et Jinka se souviennent des amis qu'ils ont perdus. Tama demande à Jinka de réfléchir à leurs amis et de réaliser que tous les humains
ne sont pas mauvais. Ensuite, Tama invite Shako à les rejoindre, mais Jinka estime qu'il est risqué de les laisser, elle et Shine, les accompagner car les assassins du temple d'Angae sont assez tous. Tama insiste pour que Jinka prouve qu'il a le pouvoir de protéger tout le monde et souhaite également qu'il apprenne à vivre avec les humains. Le lendemain, ils arrivent à la maison où Jinka vivait avec son défunt maître. Il commence également à s'entraîner avec Shine, utilisant des épées en bois, mais le met rapidement à terre avec aisance. Pendant ce temps, Tama prépare une robe sans manches pour Shako, lui permettant de transformer ses bras en leur version monstrueuse sans difficulté. Plus tard, alors que tout le monde est silencieux, un esprit fantomatique apparaît. Il salue Tama et Jinka avant de les informer de l'existence d'un esprit maléfique qui exige des sacrifices des villageois, sans rien offrir en retour. Le fantôme s'en va après l'avertissement et Tama décide d'accompagner Jinka pour enquêter sur l'esprit maléfique, laissant Shine et Shako s'occuper des tâches quotidiennes. À leur arrivée au village, il demande aux habitants de les conduire à la cachette de l'esprit. Le chef du village pense qu'ils seront payés pour ce service, mais Tama répond fermement qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Elle suggère plutôt aux villageois d'être gentils avec eux. En guise de paiement, les villageois envoient alors un garçon les accompagner à la cachette de l'esprit. En chemin, le garçon pique une colère, se plaignant que l'esprit a dévoré sa mère et la maudit de ne pas être arrivé plus tôt. Tama, entendant cela, gifle le garçon, dit qu'ils sont là pour l'aider et que s'il a le temps de se plaindre, il devrait travailler à devenir plus fort. Bientôt, ils arrivent au lac où vit l'esprit et la créature prétend qu'elle dévore les villageois en échange de la préservation du village. Mais Tama exige qu'il s'excuse ou qu'il en assume les conséquences. En réponse, l'esprit crache une énorme boule de boue dans sa direction et Tama ne bouge même pas. Elle attend juste que Jinka la sauve. Elle et le garçon attendent. Il dit alors à l'esprit que personne d'autre ne peut le sauver car il a osé attaquer sa sœur. L'esprit surpris recrache la femme qu'il avait avalée plus tôt. Heureusement, elle est encore en vie, mais l'esprit l'utilise comme otage pour s'assurer que Jinka ne l'attaque pas. Soudain, le garçon s'agenouille, suppliant l'esprit de libérer sa mère et de le prendre en otage. Tama se tourne alors vers Jinka et lui dit qu'il doit décider quoi faire. Jinka prévoit d'ignorer l'otage et d'éliminer l'esprit, mais hésite en voyant le garçon pleurer. Cependant, soudain, une autre personne apparaît et découpe l'esprit, sauvant la femme. Cette personne commente que l'élève du guerrier légendaire n'est pas celui qui l'attendait. L'homme est un samouraï en haillons qui, après avoir atterri devant Jinka et Tama, révèle qu'il est un assassin envoyé par le temple des Hang. Il déclarait qu'il prendra la mère et l'enfant en otage, forçant Jinka à se battre pour eux. N'ayant d'autre choix que de relever le défi, Jinka a accepté le défi. Il se dirige alors vers un champ ouvert où l'homme se présente comme Redu, un mercenaire qui tue les esprits et les consume. Jinka, irrité, attaque immédiatement, mais Redu esquive facilement et se met à flotter. Jinka utilise un sort de feu pour se propulser en avant et lance l'une de ses meilleures attaques. Mais Redu contre-attaque avec son épée magique qui contrôle le flux d'air, repoussant Jinka d'un puissant coup de vent. Même s'il le bloquait avec son bras de bronze, Jinka ne peut atteindre Redu, qui esquive également les attaques grâce à la magie de l'eau. Après un échange de coups intenses, tous deux sont épuisés et Redu rengaine son épée magique, dégainant son épée ordinaire pour montrer à quel point les humains peuvent être dangereux. Jinka attaque avec colère, mais Raidu esquive chaque coup et contre-attaque, forçant Jinka à battre en retraite, révélant ainsi son immaturité. Jinka perd le contrôle de ses émotions, abandonne sa défense et tente une attaque désespérée. Mais Redu domine complètement et lui transperce le coup de son épée. Redu s'arrête avant de le blesser et se dit chanceux. Jinka tombe à genoux, frustré, tandis que Redu le nargue, demandant à Tami de le raisonner sur le chemin du retour. Jinka est visiblement dévasté par sa défaite. Le lendemain, il laisse isolé au bord de la rivière jusqu'à ce que Shako vienne l'appeler pour le petit déjeuner. Il tentait de l'ignorer, mais elle le tire par le cou. C'est alors qu'un prêtre du temple des Hangé arrivait avec une lettre de défi. Il exige que Jinka combatte à nouveau Redu. Fois au péril de sa vie, le prêtre mentionnait que la famille Yamato sera détruite s'il ne se bat pas. Et Jinka répond qu'il se fiche de la famille qu'il a abandonnée. Mais le prêtre se contente de rire, affirmant qu'il doit se battre s'il veut les sauver. De retour chez lui, Tama demande à Jinka ce qu'il compte faire. Il répond qu'il se fiche de la famille Yamato, mais qu'il n'acceptera pas d'être à nouveau vaincu par un humain. Le lendemain, Jinka et Redu s'affrontent à nouveau. Jinka utilise alors lui aussi une épée. Dès le premier coup, il réalisait son erreur, il est rapidement repoussé et se coupe le bras. Alors que Redu s'apprête à mettre fin au combat, Jinka tente un geste désespéré. Il frappe Redu et lui-même avec son poing de bronze, les mettant tous deux KO. Sous la pression du combat, Jinka devient fou et libère son énergie spirituelle, défiant Redu de l'affronter à nouveau. Redu cependant abandonne,
admettant ne plus pouvoir bouger. Redu demande alors à Jinka de le tuer, mais Jinka refuse, le provoquant en lui disant qu'il a de la chance d'être en vie après cela. Jinka retourne auprès de ses amis qui célèbrent sa victoire. Pendant ce temps, le prêtre remet une lettre à Redu l'informant que sa sœur lui a proposé de mener à bien sa mission ratée. Le prêtre affirme qu'elle réussira certainement sa mission, car elle est l'une des 4 bêtes maîtresses du temple d'Angai peu après. Shine commence à apporter de la nourriture à Redu, blessé en échange de leçons de sabre. Tama et Jinka le suivent discrètement, mais Jinka crie fort, ce qui effraie Shine. Dès que Shine le remarque, il tente d'expliquer que Redu n'est plus son ennemi. Jinka le sait aussi et décide d'emmener le samouraï blessé chez lui, offrant un lit confortable pour se rétablir. Là, Redu révèle que les membres de son clan possèdent un pouvoir spirituel plus puissant que les humains ordinaires, raison pour laquelle il s'est porté volontaire pour devenir chasseur d'esprits. Tandis que sa sœur est devenue nonne au temple, le prêtre lui dit que sa sœur était faible et que sa vie était entre leurs mains. Avec cette menace, ils l'ont contraint à faire leur sale boulot. Mais après sa défaite, ils ont révélé que sa sœur était désormais l'une des 4 bêtes principales. Redu prévient Jinka que sa sœur Egan viendra le chercher et lui conseiller de se préparer. Tama a effectué quelques calculs mentaux et découvrir qu'Egan est en réalité un humain doté d'une spiritualité améliorée. Tout comme Ashako, sorti de nulle part, un monstre arboricole envahit leur maison, s'allonge sur un lit et révèle qu'une femme l'a chassé de chez elle et lui a ordonné d'envoyer Jinka chez elle. Tout le monde comprend immédiatement que cette femme doit être Egan et Jinka, furieuse par la confronter. Redu et Ashako décident également de l'accompagner, laissant Shine s'occuper de l'invité spirituel de la maison. Jinka et les autres atteignent le sommet de la colline où Egan les attend. Elle est heureuse de voir son frère encore en vie, mais Jinka interrompt la réunion et exige qu'elle engage le combat. Tama partage son pouvoir avec lui, permettant de se transformer. En réponse, Egan soulève sa jupe et entame sa propre transformation. À la place de ses jambes, une main de pierre géante apparaît et elle promet d'emmener son frère dans un endroit où il pourra vivre en paix. Après avoir accompli sa mission, Jinka est maintenant prête à l'affronter, mais Ashako le devance. Ashako se présente comme Kagan, l'esprit enfermé dans une jeune humaine, et appelle l'esprit d'Igan Sogen, lui demandant s'il ne la reconnaît pas. C'est à ce moment-là que Tama et Jinka réalisent que le temple crée des humains spirituellement améliorés en scellant des esprits en eux. Jinka, furieuse de le découvrir, envisage de tuer Egan, mais Ashako insiste pour se battre seule. Elle s'avance contre Egan et bloquer son doigt de pierre géant d'une main tout en lançant un canon à esprit de l'autre. Cependant, Egan utilise des talismans pour se défendre et tire 4 canons à esprit simultanément. Ashako esquive l'explosion géante, grimpe sur le bras de pierre et attaque Egan à bout portant. Elle manque de percer la barrière du talisman, mais la main de pierre d'Egan se comporte étrangement. Changement, forçant Ashako à battre en retraite. Pendant ce temps, Shine s'occupe de l'esprit de l'arbre, le nourrissant de verre. Il sort pour en récupérer, mais soudain il ressent une pression intense. En regardant autour de lui, il aperçoit un grand prêtre aux cheveux blancs et un garçon à l'air sinistre. Lorsqu'il croise le regard du garçon, Shine voit une rivière de sang et tombe à genoux. Le prêtre et le garçon s'éloignent tandis que l'esprit de l'arbre avertit Shine de l'odeur d'un dragon, lui ordonnant de courir et d'avertir Jinka et les autres d'évacuer immédiatement. Shine court au sommet de la colline et transmet l'avertissement. Jinka panique en entendant parler d'un dragon et tente de fuir, mais une intense vague spirituelle balaie la zone. Le prêtre Dinom apparaît et informe Egan qu'elle sera exécutée pour le meurtre d'un haut fonctionnaire du gouvernement. Il disparaît et réapparaît instantanément devant Egan, la frappant jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Tous sont choqués de voir sa transformation en dragon. Inom a retrouvé son état normal et affronte Jinka avec l'intention de le tuer. Jinka, paniqué, ordonne à tout le monde de se disperser et organise un point de rendez-vous dans la grotte des perdants. Il utilise des fumigènes pour aveugler Inom et lui-même, tandis que Shine et Redu attaquent le prêtre et le dragon ensemble. Cependant, le jeune saignant les traverse tous en un instant avec son brame monstrueux, découvrant qu'il s'agissait d'illusions créées avec des poupées en papier. Alors que tout le monde se rassemble dans la grotte, Ashako parvient à sauver Egan. Cependant, elle a perdu tout le bas de son corps et est à l'article de la mort. Redu l'interroger sur le meurtre du haut fonctionnaire du gouvernement et elle admet avoir obéi aux ordres de ses supérieurs. Egan révèle qu'elle a agi ainsi pour se démarquer et sortir son frère des ténèbres du monde souterrain. Redu affirme qu'il n'a pas de grandes ambitions et qu'il serait heureux de vivre à ses côtés. Apprenant cela, Egan libère son énergie et déclare qu'elle ne veut pas être avec un perdant comme lui. Elle tente d'attaquer Tama pour reprendre des forces, mais Jinka l'arrête, la poignardant avec son bâton et la plaquant contre les rochers avant de disparaître. Egan marmonne qu'elle
voulait être humaine et l'esprit d'Ashako pleure la mort de son ami et accuse Igan de l'avoir consumé. Tama réconforte Ashako et dit à Jinka qu'il doit combattre le dragon. Tama insiste sur le fait qu'il doit vaincre Jinan pour survivre, même si les chances semblent insurmontables. Elle propose alors un plan audacieux. Pénétrer dans les laboratoires du temple, mettre fin à leurs activités et voler leur matériel de recherche afin de se préparer à affronter le dragon. Mais Ashako interrompt cette idée, affirmant que l'esprit d'Igan veut recueillir les gestes mortels de son ami et les emporter chez elle. Tama décide alors qu'ils iront là-bas en premier. Pendant ce temps, Redu prévoit de se séparer du groupe pour nettoyer le désordre laissé par sa sœur. Avant de partir, Redu offre son épée magique à Shine, car il ne peut plus porter une arme venue des enfers. Shine dégaine l'épée avec enthousiasme, mais est projetée au loin par les vents violents qu'elle libère. Jinka l'avertit alors que, sans pouvoir spirituel, il ne peut la contrôler, mais Tama le rassure en lui disant que garder l'épée à proximité l'aidera à développer sa propre force spirituelle. Plus tard, lors d'une pause, Tama fait une sieste sur les genoux d'Asako, mais elle se réveille rapidement en sentant une odeur différente. Elle court dans la forêt en demandant à tout le monde de la suite. Il rencontre alors 3 esprits singes portant des tonneaux d'alcool. Tama tente d'échanger un radis contre un tonneau, mais les singes expliquent que l'alcool est pour leur invité et lui suggèrent de négocier directement avec. Suivant les singes, il rencontre Doran le tigre, l'un des 4 chefs des bêtes du temple d'Angae. Il révèle qu'il sait qui ils sont, mais qu'il n'a pas pour mission de les capturer. Mais malgré tout, il ne peut pas les ignorer, car ce sont des criminels recherchés. Pour sortir de l'impasse, Tama propose un concours de boissons. S'il gagne, Doran les laissera partir. Il accepte et ils s'assoient tous pour boire. Jinka s'évanouit à la première gorgée, tandis que les autres réalisent que l'alcool des singes est incroyable. Pendant le concours, Tama demande à Doran pourquoi il boit. Il lui raconte qu'il y a quelque temps, il a combattu un esprit tigre dans la région et a été blessé. À cette époque, il a rencontré les singes terrorisés par le tigre et sous l'effet de l'alcool. Il a enivré le tigre, l'a affaibli et a réussi à le vaincre avec l'aide des singes. Depuis, ils sont de bons amis. Doran, toujours porté par l'ambiance amicale, dit à Tama qu'elle peut tout lui demander. Elle en profite pour lui demander quel est le point faible de Dinom et il lui révèle que Dinom n'aime pas la nourriture épicée. Malgré cela, Doran déclare que lui seul est capable de vaincre Dinom, car ils sont rivaux depuis longtemps. La compétition de beuverie se poursuit jusqu'à tard et Shako est le seul à réussir à surpasser Doran, le forçant à accepter la défaite. Le lendemain matin, tout le monde se réveille avec la gueule de bois, sauf Dinka et Shako. Avant de partir, Doran annonce à Dinka qu'ils devront se battre lors de leur prochaine rencontre. Le groupe poursuit ensuite son voyage et atteint bientôt un village protégé par une barrière. Shako explique que Kagan veut traverser le village car c'est le chemin vers sa ville natale, mais qu'elle ne sait pas comment franchir la barrière. Tama demande s'il existe un passage et Dinka suggère d'ouvrir un petit trou pour qu'une personne puisse passer, mais Tama décide de négocier. En sautant par le trou, elle découvre que le village semble vide et qu'il n'y a aucune trace de piège. Soudain, un esprit visqueux masqué apparaît et se présente comme Fuku. Tama demande s'il a créé la barrière et Fuku confirme, affirmant que cette barrière sert à protéger le village des changements. Il lui demande ensuite si elle a déjà souhaité que demain n'arrive pas. Bien que Tama le nie, Fuku parvient à lire ses souvenirs de la perte d'un ami humain. Fuku, pris de pitié pour Tama, l'invite à le suivre pour être protégé. Tama, cependant, affirme que l'avenir n'est pas toujours mauvais et lui demande de retirer la barrière. Fuku refuse, provoquant Tama qui le gifle en retour. Fuku s'enfuit et Tama poursuit la créature ouverte à la porte d'une maison. Tama découvre quelque chose d'horrible. Elle est choquée et remplie de chagrin. Elle appelle Fuku pour une conversation paisible et lui explique que malgré la douleur de la perte de son ami, elle s'est fait de nouveaux amis et est désormais heureuse. Elle insiste sur le fait que Fuku ne peut arrêter le cours du temps et lui demande d'accomplir son devoir de protéger les villageois, même s'ils sont tous morts. L'esprit est triste, mais Tama le serre dans ses bras, lui disant qu'il a fait de son mieux. Elle remercie Fuku d'avoir essayé de la sauver et l'esprit se remplit de larmes. L'esprit dit qu'il n'a plus personne à protéger. Alors il disparaît, car son rôle dans ce monde est terminé et c'est ainsi que la barrière disparaît. Dehors, Jinka et les autres attendaient impatiemment quand soudain un autre assassin envoyé par le temple arriva pour il se présente comme Eshin, l'un des 4 chefs des bêtes. Eshin pense que Jinka ne peut pas se transformer avec Tama, alors il s'apprête à dégainer son épée, mais Jinka le lui interdit. Il jure de vaincre Eshin sans les pouvoirs de Tama soudain. L'assassin sort une épée de sa bourse magique offerte par Yan Zen et en fait jaillir de nombreuses lames pour l'attaquer. Soudain, la barrière derrière eux disparaît, distrayant Jinka et offrant à Eshin une chance de le frapper. Cependant, Jinka revient le combattre après sa transformation spirituelle et le terrasse d'un coup de poing de bronze. Tama les rejoint alors et annonce que tout s'est arrangé pacifiquement. Ils doivent ensuite reprendre leur voyage. Finalement, ils atteignent une vallée Kakagan prétend être son village. Mais il ne semble y avoir aucune autre forme de... Soudain, les parois de la vallée se mettent à trembler et un visage géant apparaît. Accueillant Akagan chez lui, il rencontre divers esprits
terrestre et tandis que Xin fait des pompes avec des bébés esprits de pierre sur le dos, Tama remarque qu'il s'implique naturellement auprès d'eux. Elle explique à Jinka qu'il est facile pour les humains et les esprits de coexister et lui demande pourquoi il souhaite devenir un esprit. Il ne répond pas, mais s'il veut devenir un esprit, c'est pour augmenter sa durée de vie et être aux côtés de Tama pour toujours. Alors qu'il marche sans but, Jinka aperçoit une femme enceinte en détresse sur la route et l'emmène au village des esprits. Il parle au visage de Pierre Géant, qui est l'aîné du village. Il autorise la femme à rester au village jusqu'à son accouchement et le Jinka lui a également fait avaler des talismans afin que tous les esprits lui paraissent humains. Tama décide qu'ils resteront avec elle jusqu'à son départ le soir. Shin s'entraîne au maniement de l'épée au sommet de la vallée et Shako vient le voir. Elle lui demande s'il est si important pour lui de devenir fort rapidement et il répond que tous les autres, sauf lui, ont accompli de grandes choses au cours de leur voyage, qu'il est le seul à être faible. Elle affirme que c'est lui qui l'a sauvée alors qu'elle fuyait. Soudain, elle rougit et après avoir dit cela, tente de s'enfuir, mais Kagan l'en empêche car elle a aussi affaire au garçon. Kagan demande à Shin de dégainer son épée et promet de lui donner quelques conseils sur son maniement. Shin dégaine son épée, mais la pression du vent la fait voler à nouveau. Kagan déclare alors qu'il ne communique pas avec l'épée. Shin essaie de considérer l'épée comme une personne et réalise qu'elle ne l'accepterait pas si facilement en raison de son attachement à son ancien maître. Il confie à Kagan qu'il a lui aussi appris à manier l'épée grâce au fantôme d'un samouraï, ce qui lui permet d'être à l'écoute des esprits. Impressionné, Kagan lui conseille de continuer à s'entraîner dur pour devenir un homme digne d'épouser Shako. Shin rougit en entendant cela, et même Shako rougit après avoir repris le contrôle de son corps. Elle hurle et s'enfuit, mais Xin est désormais déterminé à devenir quelqu'un de digne d'elle. Le lendemain, ils rendent visite à la femme enceinte et Shako sent le bébé bouger. Tama dit à Jinka de le sentir aussi, mais au moment où il s'apprête à toucher le ventre de la femme de ses mains sales, le travail commence. Au même moment, Durand et Eshin arrivent au village, chargés de traquer Jinka, tandis que Eshin tente de menacer le doyen du village. Durand le gifle et lui demande poliment la permission de se battre en duel avec l'ennemi du temple d'Angai. Le vieil homme transmet le message à ses invités et quelques instants plus tard, Jinka, Shin et Shako arrivent tôt pour l'affronter. Jinka est déjà en pleine transformation spirituelle et Durand est impatient de l'affronter. Cependant, Urksin réalise que Tama a disparu et s'éclipse à sa recherche. Durand déclare alors qu'il va lui aussi révéler sa véritable forme. Il libère une énergie spirituelle démentielle qui dévaste le sol, puis se transforme en tigre humain. Il adopte immédiatement une posture de boxeur et s'avance vers Jinka, le frappant d'une rafale de coups ultra rapides. Jinka est mis à terre et lance une attaque de flamme sur Durand qui résiste à tout. Jinka le fouette alors avec une racine d'arbre, mais même cela s'avère inutile. Durand contracte ses muscles avec fierté, puis attaque à nouveau Jinka qui utilise ses points de bronze pour contrer son coup. Le point de bronze est également détruit et Jinka est projeté en l'air, mais il concentre toute sa force sur l'attaque suivante et frappe Durand avec ses points de bronze. L'attaque destructrice parvient à renverser l'homme tigre et lui inflige de lourds dégâts, mais Jinka souffre également beaucoup. Durand se lève et déclare que c'est ainsi que les vrais hommes devraient se battre et Jinka éclate de rire. Il réalise qu'il veut continuer à combattre Durand et l'attaque avec ses points de fer géants. Même si c'est un combat à mort, il s'amuse et rit comme des fous. Shine et Shako ne peuvent que les fixer du regard lorsque soudain le roi Shine apparaît derrière eux et leur demande ce qu'ils protègent dans cette zone. Shako attaque immédiatement, mais disparaît car ce n'était qu'une illusion. Il claque des doigts avant de disparaître et soudain un énorme rocher se détache de la vallée et se met à rouler vers la cabane, dissimulé par la magie. Tout le monde est stupéfait et voyant Jinka distrait, Durand le frappe. Pendant ce temps, Shako et Kagan usent de toute leur force pour empêcher le rocher de rouler vers la cabane. Alors qu'elle se débat, elle demande à Shine d'évacuer tout le monde de la hutte, mais une armée de clones du roi Shine lui barre le chemin. Même Durand, agacé par sa lâcheté, attaque les clones pour finalement découvrir qu'il ne s'agit que d'illusions. Shine pense pouvoir simplement passer devant les clones s'ils sont faux, mais soudain, le vrai roi Shine se précipite sur lui et frappe Shako à la poitrine. Shine, incapable de contenir sa colère, dégaine son épée, mais le roi Shine le frappe avec des talismans explosifs. Shine regarde Shako qui tient toujours la pierre malgré sa blessure ouverte à la poitrine et lui dit qu'elle va bien car c'est un monstre. Shine demande de l'aide et Tama lui répond qu'il doit tenir encore un peu car le bébé est sur le point de naître. Cependant, Shako et Kagan réalisent qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps, mais ils ne le regrettent pas. Shako se souvient des moments heureux passés avec Tama, Jinka et Shine. Au moment où elle est sur le point de mourir, elle entend les pleurs de son nouveau-né. Elle sourit, espérant que le bébé vivra et sera heureux et utilise toutes ses forces restantes pour assurer sa survie. Grâce à son pouvoir spirituel, elle transforme tout son corps en rocher, l'empêchant fermement de rouler. Les talismans qui contrôlaient le rocher disparaissent peu après, et tout le monde est sain et sauf. Mais Shine est complètement dévasté. De son côté, le roi
Shine s'apprête à tuer Jinka lorsque durant l'attaque soudainement, le roi Shine esquive. Mais Durant lui dit qu'il bat en retraite et que s'il insiste, il mourra sur place. Jinka reprend vite ses esprits et Durant s'excuse d'avoir laissé son partenaire intervenir dans le combat. Il promet que cela n'arrivera pas la prochaine fois et s'en va calmement. Jinka remarque alors le rocher et s'approche de Shine pour lui demander si Shako et lui vont bien. Shine désigne simplement le rocher devant lui et Jinka est dévasté par le sacrifice de Shako. Soudain, Tama l'appelle dans la hutte car l'accouchement est enfin terminé. La femme a donné naissance à des jumeaux et a décidé de les appeler Shako et Kagan. À ce moment, Jinka se laissait submerger par les larmes et Tama ne peut retenir ses larmes non plus. Shine, quant à lui, a les mâchoires serrées de rage. De plus, il se sent impuissant. Il quitte discrètement la hutte pour faire son deuil seul. Un peu plus tard, la mère et ses enfants sont suffisamment rétablis pour voyager et les esprits locaux proposent de les raccompagner chez eux. La femme ne veut pas se mêler des problèmes du groupe, mais remarque que cela aurait été formidable si Shako avait pu voir les enfants. Après avoir entendu cela, Tama et les autres partent à leur tour et le doyen du village leur annonce que Shako n'est pas encore mort. Son énergie spirituelle est toujours présente, bien que très faible. Peut-être qu'un jour elle retrouvera ses forces et renaîtra, mais elle pourrait aussi finir par faire partie de la nature et perdre son individualité. Plus tard, on voit tout le monde assis dans une hutte et Shine a radicalement changé. Après la perte de Shako, il communique mieux avec son épée magique, mais à chaque instant, il lui ordonne de se taire car il va bientôt l'utiliser pour éliminer les moines du temple. Nangue soudain, un esprit apparaît et Shine se prépare à combattre sans raison. Tama l'arrête et dit à l'esprit qu'elle ne veut blesser ni lui ni son peuple. L'esprit répond que s'ils veulent un abri, ils ne devraient pas venir au village, mais dans une hutte de l'autre côté de la rivière, car il ne veut pas souiller le village avec les ténèbres que Shine porte en lui. Il se repose dans la hutte et Tama réalise que Jinka et Shine ont été détruits par la mort de Shako. Jinka est encore en convalescence, mais Shine s'est égaré dans sa rage et elle pense que ce n'est pas bon signe. Soudain, elle entend un garçon parler à sa sœur dehors. Il se plaint qu'il est injuste qu'elle soit sacrifiée à l'esprit pour protéger le village. Mais la jeune fille répond que sacrifier un humain tous les 4 ans en échange d'une sécurité totale est une excellente affaire. Entendant cela, Shine se lève et part, déterminé à tuer l'esprit. Tama tente de l'en empêcher. Affirmant que les termes de l'accord sont acceptables et que l'esprit protège effectivement le village, Shine l'attrape par le col, affirmant que cela ne change rien au fait qu'il dévore des gens. Jinka le frappe pour avoir parlé ainsi à Tama, mais Shine se lève et part, ignorant complètement les avertissements de Tama qui lance même un faux serpent pour l'effrayer. Cependant, Shine crie sur le serpent, brisant ainsi l'illusion. Tama le poursuit, au lieu de l'arrêter, lui donne un équipement de protection reçu du village des esprits de pierre, et lui demandait également de ne pas mourir. Shine continue sa route et atteint la forêt. Là, il appelle l'esprit, confiant qu'il peut le tuer avec son épée magique. L'esprit apparaît, mais avant que Shine ne puisse réagir, il est poignardé et tué par Reshan. Shine tentait de l'attaquer, mais il ne peut dégainer son épée magique. Il utilise donc une épée normale. Reshan esquive l'attaque et le renverser sous la pression du vent. Reshan décide d'achever Shine inconscient. Mais en réalité, il se trouve dans le royaume mental de l'épée magique. L'esprit de l'épée lui demande de se rendre pour prendre le contrôle de son corps et tout détruire. Shine lui ordonne simplement de se taire, car ce n'est qu'une épée et c'est lui qui la contrôle. Il plonge alors sa main dans la bouche de l'esprit, réclamant toute sa puissance dans le monde réel. Shine s'apprête à le poignarder lorsque soudain Shine se réveille et lui lacère le bras. Il déclare alors que c'est le début de sa vengeance contre le temple d'Angué. Mais Reshan utilise ses capacités spéciales pour régénérer son bras. Instantanément, il arrache son masque, révélant un visage hideux et tire un canon spirituel sur Shine qui parvient de justesse à esquiver. Reshan lui lance alors quelques épées que Shine peine à tout bloquer. L'esprit de l'épée l'avertit que sa colère ne le rendra pas plus fort, mais seulement plus vulnérable. Shine ignore l'avertissement et continue d'attaquer imprudemment, et Reshan parvient à le désarmer. Mais Shine riposte d'un puissant coup d'épée, frappant Reshan d'un uppercut et le projetant au sol. Il bondit et commence à le frapper, mais doit reculer. Lorsque Reshan tire un autre canon spirituel, Reshan se relève et jure qu'il va tuer tout le monde. Quand soudain l'esprit gardien du village bondit sur lui et lui fracasse la tête contre le sol dans son dernier souffle, l'esprit meurt peu après et Shine, bien que confus, ne laisse pas passer l'occasion. Il ramasse son épée et se prépare à achever le Reshan, déterminé à venger Shako. Cependant, il entend la voix de Shako et l'illusion de sa conversation avec Kagan apparaît devant ses yeux. Ils disent que ce genre d'acte ne lui convient pas et Shine crie, affirmant qu'il ne le fait pas pour eux, mais pour lui-même. Malgré cela, il ne peut achever le Reshan car le visage de Shako apparaît sans cesse devant lui. Soudain, un talisman sort du corps de Reshan et à travers lui, Nyanzen commence à parler à Shine. Il lui demande de ne pas détruire
détruire le corps de Réchin, car cela lui a coûté beaucoup d'argent et d'efforts. Il ordonne alors à Réchin de revenir immédiatement, sinon il activera son protocole d'autodestruction. Shine et Réchin échangent un regard et déclarent que le combat n'est pas terminé. Mais avant que Shine ne puisse faire quoi que ce soit, Réchin lance une bombe fumigène et disparaît. Plus tard, Shine retourne au village, toujours perplexe quant à son propre objectif de devenir plus fort. Un villageois s'approche de lui et lui demande s'il est celui qui a tué l'esprit gars. L'homme se lamente que le village est condamné. Mais Shine répond que les villageois devraient le protéger, seul plutôt que de compter sur les autres pour faire le sale boulot. Le villageois se plaint que personne ici ne sache manier l'épée et Shine, furieux, lui dit de mourir s'il ne parvient pas à devenir plus fort. Même en parlant à Nureza, il est toujours perdu. Ne sachant pas quoi faire de sa vie, il traverse le pont et trouve ses amis qui l'attendent. Il décide de quitter le village au plus vite avant que les villageois ne se retournent contre eux. Mais avant de partir, la jeune fille que Shine a sauvée du sacrifice le remercie. Le soir, Tama demande à Shine ce qu'il compte faire maintenant et il répond qu'il va devenir assez fort pour venger Shako et s'assurer que les moines du temple des Angae ne ruinent la vie de personne. Plus tard, pendant que Tama et Jinka dorment, Shine continue de s'entraîner au sabre sans relâche le lendemain. Ils arrivent dans une vallée sinistre où deux esprits géants appelés Tengo apparaissent pour les accueillir. Accompagnés de leur chef, une femme très séduisante. Elle dit avoir appris que le groupe Tangent est un ennemi du temple d'Angae et souhaite devenir leur allié. La femme invite le groupe à la suivre et chemin faisant, se présente comme une déesse de la montagne. Elle dit vouloir les emmener dans un endroit sûr où ils pourront se détendre et se cacher de l'homme dragon de Deng. Shine demande s'il n'est pas dangereux pour elle de se promener sans garde du corps, mais la déesse répond qu'elle n'a pas besoin de protection. Elle dit que Jinka, avec ses yeux de fée, devrait pouvoir le sentir, mais Jinka ne semble pas s'en soucier et ne réalise même pas sa force. La déesse de la montagne les emmène alors dans sa cachette, une grotte dans les montagnes remplie de piliers de cristal scintillant. Pendant ce temps, dans une autre partie de la vallée, le prêtre dragon Jin 1 et son assistant Sonia arrivent à l'entrée et demandent le passage aux gardes Tang. Ils refusent, prétextant avoir reçu l'ordre de leur maître d'arrêter les intrus, mais Jin n'a pas l'intention de reculer. Il ordonne à Sonia de combattre les gardes et le garçon transforme ses bras en armes tranchantes, éliminant le Tengu en un instant. Jin est satisfait de la performance de son apprenti. Mais soudain, les Tengus morts se transforment en corbeaux, révélant que tout cela n'était qu'une illusion pour tromper les envahisseurs. Sonia a réalisé qu'il est tombé dans le piège, mais Jin est convaincu que cette expérience l'aidera à grandir. De retour dans la grotte, Tama et ses amis sont assis au sommet du plus haut pilier et la déesse de la montagne leur dit qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Elle explique qu'elle les a appris par l'aîné au visage impassible, qui est en l'occurrence un vieil ami. Bien qu'elle paraisse amicale, Tama comprend que la déesse veut une faveur et lui demander d'aller droit au but. La déesse de la montagne leur demande alors de réveiller Tazan, un esprit semblable à un château qui garde le centre de recherche de Dangai. Elle explique que Tazan est aussi un dieu de la montagne, comme elle, mais que les prêtres de Dongé lui ont lavé le cerveau pour qu'il les serve. Elle dit qu'il suffit de le frapper fort pour qu'il retrouve son état normal, mais le groupe ne croit pas que ce soit si simple. La déesse de la montagne le rassure alors qu'elle administrera elle-même une partie des fessées, mais qu'elle a besoin qu'il l'emmène là où se trouve Tazan. Elle dit que c'est une bonne affaire pour eux, car cela leur permettra de s'emparer de l'un des trois principaux pouvoirs du temple de Dongye. Jinka croit que le dragon est le deuxième pouvoir et demande quel est le troisième. La déesse de la montagne répond que le troisième pouvoir est un esprit appelé Kusunoa, ce qui terrifie Tama. Jinka veut en savoir plus sur Kusunoa et la déesse de la montagne commence à raconter l'histoire. Elle explique qu'il y a de nombreuses années, un homme a rejoint les moines de Dangai et a consacré sa vie à la recherche. Un jour, il fut envoyé pour maîtriser un renard à 9 queues appelé Kusunoa, mais en la voyant, il eut le coup de foudre et Kusunoa aussi. L'homme tua alors sa propre équipe pour elle et ils formèrent un couple. Ce moine était Yanzen, aujourd'hui prêtre en chef du temple de Dangye. Tama fut complètement choquée par cette histoire. Lorsque Shine et Jinka la regardèrent, elle fut gênée et révéla que Kusuno a été en réalité sa mère, ce qui signifie que Yanzen était son beau-père. La déesse de la montagne raconte une histoire. Yanzen prétendit que Kusuno avait été vaincu au combat, mais qu'en réalité il l'avait caché et avait passé des années à chercher des moyens de transformer les esprits en humains. Tout le monde réalisa que les humains spirituellement améliorés ne sont que des prototypes ratés des expériences de Yanzen, ce qui poussa Shine à jurer de le tuer. Tama acquiesce et dit que sa mère a toujours été une idiote lorsqu'elle tombait amoureuse et qu'il devrait donc se préparer à l'affronter aussi. Soudain, une volée de corbeaux vole vers eux. Une fille saute par-dessus et atterrit sur la tête de Shine. Elle prévient la déesse de la montagne que l'homme dragon médite afin de briser le sort qu'elle lui a jeté pour le désorienter. Shine attaque la fille pour ne pas s'être excusée, mais lorsqu'elle se retourne, elle voit Jinka et tombe amoureuse de lui. Jinka la rejette sur le champ, prétextant qu'elle est humaine et qu'il n'aime que les fils monstres. Il lui demandait également ce qu'elle fait. La déesse de la montagne explique qu'elle a rencontré
une fille un jour et a décidé de l'adopter. Elle la présente comme étant Rinzü, son assistante et apprentie. La déesse projette alors l'image de Dinom en train de méditer et décide de lui jouer un tour. Elle envoie un esprit féminin pour le séduire et Dinom lui couvre aussitôt les yeux afin qu'il ne voit pas la femme indécente après avoir observé la scène et s'être amusé un peu. Il lui crie de partir. Au même instant, la jeune fille se transforme en Waxinim, sa véritable forme, et s'enfuit. La déesse rit et ordonne à tous les esprits de la vallée de distraire le dragon, permettant ainsi à ses nouveaux alliés de s'entraîner. Tama dit que le temps presse, alors la déesse ralentit le cours du temps afin qu'ils puissent s'entraîner sans précipitation. Elle explique qu'il n'y a pas de limite à leur potentiel et les envoie s'entraîner séparément. Elle s'occupe d'abord de Jinka qui est envoyé dans un lieu ouvert. Il rencontre son maître Koko et la déesse de la montagne lui dit que Koko était un pervers de premier ordre, qu'il a dragué sans cesse et qu'elle le grondait si fort que cela finit par l'aider à devenir le plus puissant des guerriers sages du monde. Elle invoque alors et lui propose un défi. Si elle triomphe de Jinka, elle remportera un sort qui le rendra sien pour toujours. Rinzü est très excité et la déesse dit à Jinka qu'il doit se battre avec tout son être car ni lui ni elle ne peuvent mourir dans cet espace. Sans attendre, Rinzü invoque une grande hachée et attaque Jinka avant même qu'il puisse se préparer. Elle lui coupe le bras, ce qui le terrifiait. Mais il réalisait rapidement que son bras est redevenu normal. Déconcerté, il esquive les coups, cherchant à comprendre ce qui se passe. Mais Rinzü transforme la hachée en marteau, puis en patte géante, attaquant de toutes sortes de manières. Jinka, réalisant qu'elle se retient, invoque des talismans explosifs et les lance sur lui. Tandis que Jinka esquive la déesse de la montagne, décidée de lui parler de ses yeux de fée. Elle explique que les personnes dotées d'un pouvoir spirituel spécial naissent avec des yeux de fée et que ces personnes viennent toujours au monde en tant que jumeaux. Rinzü, distrait, imaginant qu'il pourrait exister, une autre belle, Jinka, en profitait pour la frapper à la tête. L'histoire ne le surprend pas non plus car il a déjà vu son frère jumeau qui vit heureux avec ses parents. La déesse révèle que lorsque des jumeaux aux yeux de fée vivent ensemble, des esprits maléfiques les entourent. C'est pourquoi Maître Koko a suggéré à ses parents de l'envoyer chez elle. Jinka hurle, demandant pourquoi il a dû être envoyé loin et vivre une vie difficile alors que son frère vivait confortablement. La déesse rit, affirmant que sa réaction prouve qu'il est encore humain. Elle se sent désolée pour lui et lui reproche son existence malheureuse. Mais Jinka réplique que malgré les difficultés, il a aussi connu des moments heureux et qu'il ne se considère donc pas malheureux. Soudain, quelque chose en lui se brise et il voit la déesse enveloppée d'une intense aura spirituelle. Elle le félicite d'avoir enfin accepté sa place dans le monde, ce qui a permis de briser le silo de ses yeux de fée. Jinka peut désormais voir l'énergie spirituelle de chacun, y compris celle de Rinzü. Il réalisait que ces talismans explosifs sont presque sans puissance et qu'il n'a même plus besoin d'esquiver. Il perçoit également sa propre aura, ce qui lui permet de comprendre qu'il s'agit des âmes humaines et qu'il n'y a aucune différence entre les humains et les esprits. Rinzü continue d'attaquer, mais il lui tient simplement les mains et lui demande de se rendre. Elle capitule immédiatement, s'accroche à lui et sourit. La déesse de la montagne lui annonce qu'il a réussi l'épreuve, mais qu'il lui reste encore beaucoup d'entraînement. Pendant ce temps, l'épreuve de Tama consiste à perfectionner son pouvoir spirituel pour traverser un lac. La déesse de la montagne crée un clone pour la distraire, lui faisant perdre sa concentration. De son côté, Shine tombe sur un énorme rocher qui lui barre la route. Il tentait de le traverser avec la puissance de son épée magique, mais en vain. Il décide alors d'utiliser le vent pour voler au-delà du rocher. À cet instant, le ciel s'ouvre et il retourne dans le monde réel avec le clone de la déesse attaché à lui. Elle commente que malgré son air le plus distrait du groupe, il a été le premier à réussir l'épreuve. Sans préparation, il tombe dans la forêt où il trouve Xenia en train de jouer avec un jouet laissé par un esprit pour le distraire. Shine tente d'utiliser le pouvoir de son épée pour amortir sa chute, mais finit par percuter Xenia. Une fois la poussière retombée, il se retrouve avec une épée pointée sur le cou de Xenia. Shine panique, mais un clone de la déesse lui annonce que c'est une occasion unique. Elle explique que la discipline du dragon est bien plus forte que la sienne et qu'il ne fait que commencer. Elle demande à Shine de tuer Xenia, et Xenia elle-même accepte. Shine leur demande de se taire, mais le clone insiste. S'il laisse partir le garçon, il le détruira en un instant et un jour, il deviendra plus fort qu'un dragon. Elle voit les milliers d'esprits piégés dans le corps de Xenia, lui donnant le potentiel de devenir un véritable démon. Horrifié, Shine se met à pleurer en pensant que le temple n'a pas épargné un garçon et l'a transformé en monstre. Xenia se lève et transforme sa main en arme. Shine lui demande simplement de faire. Xenia balance son bras,
mais ne le blesse pas. Au lieu de cela, il brise le jouet avec lequel il jouait, maudit sa situation et s'enfuit. Le clone loue Shine comme l'homme qui a laissé vivre le futur roi des esprits et dit qu'ils doivent retourner à leur entraînement. La déesse de la montagne affirme que pour terminer son entraînement, Jinka doit combattre le dragon. Jinka panique et affirme que c'est impossible, mais elle insiste. Il admet qu'il a peut-être une chance sur une de le vaincre et la déesse acquiesce, affirmant qu'il ne lui faut qu'un miracle. Elle l'envoie directement chez Dina qui déjeune tranquillement. Jinka tombe dans la rivière et est emporté par le courant, tandis que Dina se demande s'il s'agit d'une autre illusion. Pendant ce temps, Tama se déshabille de plus en plus lourd et inconfortable à chaque chute dans le lac. Elle souhaite affiner son pouvoir spirituel en restant sur le lac le plus longtemps possible, mais perd l'équilibre en apprenant que Shine et Jinka ont réussi l'épreuve lorsqu'elle émerge. Le clone de la déesse lui annonce qu'elle a peut-être 1000 ans pour s'entraîner dans cet espace et qu'elle a deux options, réussir ou perdre la raison. À force d'efforts, Tama s'assoit pour méditer et profitera pleinement de son temps. Le soir, Shine et Jinka sont de retour à la cabane avec le clone de Rinzo qui leur explique que l'entraînement d'aujourd'hui leur a appris à se préparer aux rencontres inattendues. Soudain, Tama entre l'air distant. Comme si elle avait revu ses amis depuis très longtemps, le clone annonce qu'ils sont prêts à lancer une attaque contre le siège du temple de Dangé. Pendant ce temps, elle jettera un sort sur la montagne pour occuper Dinom quelques jours. Cependant, Tama pense qu'ils devraient d'abord saisir cette occasion pour vaincre Dinom, mais le clone leur dit qu'ils ne sont pas encore assez forts pour cela. Tama a un plan et pense que c'est la meilleure occasion de le mettre à exécution. Lorsque le clone et Rinzo partent, Tama explique qu'elle compte mener la déesse de la montagne au combat contre le prêtre dragon. Les garçons pensent que cela ne fonctionnera pas, mais Tama y croit, car la déesse accorde une certaine valeur à leur vie, sinon elle n'aurait pas consacré autant d'efforts à les entraîner. Le lendemain, ils se dirigent vers l'endroit où se trouve Dinom. Tama explique qu'ils vont suivre une stratégie d'attaque et de fuite pour l'emmener au couville de la déesse de la montagne. Bientôt, ils repèrent Dinom et Tama s'apprête à partager son pouvoir avec Jinka lorsqu'Hussein apparaît et le jette dehors l'instant d'après. Jinka trouve Dinom à ses côtés qui se transforme en dragon pour l'exécuter. Jinka est terrifié à la vue de l'immense aura spirituelle de Dinom et pense que le combat est terminé. Cependant, Dinom route la première attaque car le sol est plus fragile qu'il ne l'imaginait. Il attaque à nouveau, mais par un coup de chance, le sol s'effondre sous ses pieds et Jinka esquive à son tour. Tama et Shine ne peuvent que le regarder survivre, tandis que Senya les retient en otage au sol. Jinka se souvient de ce que la déesse lui a dit à propos du miracle qui lui permettrait de vaincre le dragon et se met à rire comme un fou. Dinon, surpris par son rire soudain, l'attaque quand même. Cependant, il ne touche qu'une poupée de papier, alors Jinka utilise ses talismans pour lancer des épées dans sa direction. Dinon les fracasse tous d'un coup de pied et réalise que le Jinka derrière lui n'est qu'une illusion. Il pense que le Jinka va l'attaquer du ciel, mais c'est aussi un canular et le vrai Jinka apparaît à côté de Tama et l'emmène. Il boit son sang et se transforme en esprit. Cette fois, il possède 5 queues au lieu de 4 car Tama a accru ses capacités spirituelles. Après avoir médité pendant 10 ans dans cet espace étrange, Tama observe Jinka affronter le dragon et se demande s'il parviendra à maîtriser la technique de la 5e queue. Jinka réalise qu'il a 3 fois plus de puissance qu'avant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Dina. Dina lui offre l'opportunité de frapper en premier et Jinka transforme sa 5e queue en une épée géante pour l'attaque. Dina esquive facilement mais constaté que Jinka n'est plus devant lui. Il a utilisé l'épée géante comme diversion pour ceux derrière l'homme dragon et c'est là qu'il utilise son coup de grâce qui combinait la puissance des 5 éléments. Jinka envoie la boule géante remplie d'énergie spirituelle explosive vers Dinoon qui envoie une explosion avec son énergie spirituelle sombre, renversant ainsi l'attaque. Lorsque la fumée se dissipe, on constatait que Jinka et Dinoon ont perdu un bras. Jinka saigne abondamment et craint d'en mourir. Cette peur force son pouvoir caché et une 6e queue faite d'éclairs apparaît sur son corps. Dina réalise qu'il est trop dangereux pour être laissé seul et bondit haut dans le ciel pour achever Jinka d'un coup de grâce. Jinka lance également son éclair vers lui, mais avant qu'il ne puisse se faire face, un clone de la déesse de la montagne apparaît entre eux et les empêche de se battre d'un simple mouvement du doigt. Elle appuie sur Jinka et invoque une colline et des lianes robustes pour piéger Dina. Elle leur dit de ralentir leurs attaques, sinon ils finiront par endommager sa montagne. Senya est choqué d'avoir arrêté si facilement l'attaque finale de son maître et Shine pense que le plan de Tama a fonctionné et qu'ils ont réussi à attirer la déesse de la montagne dans le combat. Elle comprend cela aussi et dit à Jinka qu'ils lui ont déjà fait comprendre, mais montre ensuite son côté sombre et dit que l'entraîner dans ce combat leur coûtera cher. À cet instant, Dina libère son pouvoir et détruit la colline qui le retenait, le clone de la déesse. Lui dit qu'il ne peut gagner contre elle et use de son immense pression spirituelle pour lui demander de s'excuser et de s'enfuir. Dinon lui assure
assure fermement qu'il accomplira sa mission et demande au clone de partir. Elle lui dit apprécier son attitude virile et envoie soudain des bras de terre géants pour l'attraper et le projeter à la surface. Senya, paniquée à cette vue, se précipite sur le clone de la déesse. Elle l'attrape à son tour et alors qu'elle scelle le trou dans lequel elle a jeté Dinon, Senya hurle. Appelant Dinin père, le clone emprisonne Dinin dans une boule de liane résistante. Pendant ce temps, la transformation spirituelle de Jinka est annulée et il s'effondre. Tama et Rinzu se précipitent à son secours. Le clone de la déesse réalise que Jinka a perdu beaucoup de sang. Elle sort alors une graine de sa manche et elle enfouit dans sa main blessée, refermant ainsi la blessure. Cependant, le clone fait comprendre qu'elle n'a toujours pas oublié le prix qu'ils doivent payer pour l'avoir manipulée. Tama lui demande ce qu'elle veut et la véritable déesse de la montagne surgit soudain de terre. Elle dit qu'elle dévorera probablement les âmes de Tama et Jinka. Une fois le voyage terminé, Shine se demande si elle compte vraiment les manger, puis regarde le bras de Jinka, réalisant qu'il représente toujours un fardeau pour le groupe ensuite. Le groupe part avec Rinzu à la recherche de l'esprit de la montagne, appelé Tazan, dans le but de le sauver. Pendant ce temps, le grand prêtre apprend que Dinin et Senya ont été capturés et que Jinka et son groupe se rapprochent. Le grand prêtre informé Durant que, bien que blessé, Jinka sera probablement plus fort qu'avant. Durant, enthousiasmé par l'idée d'un combat, conseille au grand prêtre de diversifier ses forces car compter uniquement sur Diran ne serait pas viable à long terme. Il part se préparer pour le prochain combat, tandis que le grand prêtre réfléchit à la possibilité de libérer le deuxième groupe d'humains spirituellement améliorés. Bientôt, Durant rencontre le deuxième groupe, les Dix-Saints. Il le défie en combat, affirmant leur supériorité et que sa présence au temple n'est plus nécessaire. Durant se transforme en tigre et les Dix-Saints prennent leur forme bestiale. Mais Durant les vaincra en quelques minutes et se plaint que la nouvelle génération est trop faible. Pendant ce temps, Jinka se réveille enfin inconscient. Depuis son combat contre Dinin, il semble triste d'avoir perdu un bras, mais surprend tout le monde en serrant Tama dans ses bras et en lui annonçant que son plan a fonctionné. Il est soulagé qu'ils aient pu se débarrasser de Dinin au prix d'un seul bras. Tama cependant n'ose pas lui avouer que la déesse de la montagne veut dévorer son âme. Rinzo trouvait son attitude masculine, mais Jinka ne se souvient même plus de son nom. Shine est déconcerté par la capacité de Jinka à rire même après avoir perdu un bras, mais Tama explique qu'ils n'ont d'autre choix que d'accepter. Elle demande à Shine de sourire aussi, mais il déclarait qu'il n'a pas le droit de sourire puisqu'il n'a pas pu sauver Shako. Tama tente de le consoler en lui disant que Shako pourrait encore revenir à la vie dans quelques siècles et Shine acquiesce, estimant que ce serait très gentil et s'en va. À ce moment-là, Jinka lui demande d'acheter des biscuits. En chemin, Jinka commente que malgré la perte de son bras, il se sent au meilleur de sa forme. Tama acquiesce et annonce qu'ils reprendront leur voyage le lendemain. Le lendemain matin, Rinzo distribue des talismans au groupe, leur demandant d'y inscrire leur nom. Elle explique que cela lui permettra d'utiliser sa technique d'invocation pour les invoquer en cas de besoin. Jinka doute de ses capacités, tandis que Shine n'en comprend même pas le concept. Rinzo décide de prouver ses capacités en invoquant un corbeau de sa montagne. À la surprise générale, elle prévoit également d'utiliser les talismans pour invoquer d'autres esprits désireux de combattre le temple Langué, mais Tama l'interdit. Elle précise que leur combat est pour la justice et la réforme du monde et non pour la vengeance. Rinzo accepte alors de n'invoquer d'autres esprits qu'en cas d'extrême nécessité. Le groupe arrive enfin au siège du temple d'Angué et décide d'entrer à nouveau par la porte principale avant cela. Tama appelle Jinka pour un moment seul. Elle lui exposait son épaule afin qu'il puisse boire son sang, ce qui augmentera considérablement son pouvoir spirituel. À l'approche de Jinka, il révèle ses vœux s'il parvient à se transformer complètement en esprit après avoir obtenu les matériaux de recherche du Dangai. Son rêve est d'épouser Tama. Tama rougit lorsque Jinka avoue son désir de l'épouser. Elle tentait de plaisanter sur la situation, affirmant qu'elle devra d'abord faire grandir son corps, sinon les spectateurs trouveront cela très mal. Jinka accepte et avance en lui mordant l'épaule. Tama ressent un frisson particulier cette fois, et grâce à cela, Jinka se transforme enfin en un esprit complet. Cette fois doté de 6 queues, ils rejoignent le groupe, déterminés à entrer ensemble dans le quartier général du temple des Angai, car chacun a des affaires à régler avec les moines et les associés. En franchissant la porte principale, ils croisent Durant qui les attend seul. Tous les autres moines sont postés pour protéger les autres sorties sans perdre de temps. Durant se transforme en tigre et le premier combat commence. Jinka se jette en avant avec son coup de poing en bronze, mais Durant le brise facilement, contrant d'un coup puissant et le projetant au sol. Jinka tentait de l'attaquer avec son bâton, mais son attaque est vaine. Il tente ensuite d'utiliser une autre queue en bois, mais Durant elle esquive et le projette valsé d'un coup de poing bien placé. Pendant ce temps, Chin, à bout de patience, remarque un clone du roi Chin se faufilant dans l'ombre. Sans hésiter, il dégaine son épée et la frappe, éliminant le clone instantanément de loin. Le véritable roi Chin rit et le taquine, l'invitant à se joindre à lui pour combattre. Il s'en va rapidement et Tama lui demande de ne pas crier à l'aide s'il est en danger. De retour au combat principal, Jinka
tente d'utiliser sa queue éclair pour attaquer Durant, mais échoue en canalisant mal son énergie spirituelle, ce qui lui donne l'occasion de contre-attaquer. Les deux hommes continuent d'échanger des coups, tandis que Durant repense à ses anciennes peurs de devenir un combattant inférieur. Il se souvient avoir poursuivi Dinom, un adversaire bien plus fort, et que maintenant, même si Jinka a plus d'énergie spirituelle, il peut encore le vaincre. Jinka, allongé au sol, réalise qu'il a surestimé ses propres capacités, mais se relève avec une détermination renouvelée. Jinka décide d'accomplir un véritable miracle, invoquer simultanément les techniques de toutes ses queues pour attaquer Durant. Malgré cela, Durant parvient à le repousser, mais Jinka, disant qu'il commence à comprendre les mouvements de son adversaire. Grâce à ses yeux de fée, il est désormais capable de prédire les prochains coups de Durant, observant précisément où son énergie spirituelle s'accumule. Lorsque Durant tente de l'attaquer à nouveau, Jinka ressent quelque chose d'inhabituel. Une boule d'énergie spirituelle apparaît à l'endroit où se trouvait sa main gauche détruite. Juste au moment opportun, il libère un jus avec cette nouvelle main énergétique frappant Durant et l'envoyant voler. Tama est choqué par la scène, tandis que Rinzu croit que c'est le résultat du pouvoir de la graine que la déesse de la montagne a planté dans son bras. Durant rit, disant avoir ressenti l'impact du coup, mais prévient que le combat sera désormais spécial. Il concentrait son énergie spirituelle dans ses poings, et soudain des dizaines d'orbes spirituels apparaissent autour de lui, formant un spectacle terrifiant. Pendant ce temps, Shine continue de suivre le roi Shine, réussissant à ouvrir un sac qu'il portait, mais celui-ci explose, révélant qu'il s'agit d'un faux piège. Le roi Shine continue de le taquiner et de l'entraîner dans une grotte éclairée par des bougies. À mesure qu'il progresse, la grotte devient de plus en plus sophistiquée jusqu'à ressembler à une installation complète. Shine rencontre un moine blessé en chemin et pris de rage l'attaque, mais le moine s'avère être l'un des 10 saints et se transforme pour parer l'attaque. Le moine lui demandait comment Shine a réussi à pénétrer au cœur du laboratoire, mais Shine l'ignore, affirmant qu'il ne veut que le roi Qin. Soudain, le moine est transpercé en plein cœur par une géante suivie du roi Shine qui se transforme en une créature gigantesque. Shine esquive le harpon tiré par le roi Shine, mais a à peine le temps de se remettre qu'il se retrouve face à des canons pointés directement sur lui. Le roi Shine tire avec ses canons spirituels et utilise la magie du vent de son épée pour s'accrocher au mur et esquiver les attaques, puis frappe le roi Shine. Au visage, cela met son adversaire en colère qui attaque à nouveau. Mais Shine flotte dans les airs, esquivant avec agilité. Par un mouvement inattendu, Shine changeait de stratégie et s'enfuit, forçant le roi Shine à le suivre. Pendant ce temps, dans le temple principal, Jinka se bat férocement contre Durant qui le frappe d'une série de coups incroyablement rapides. Malgré ses tentatives de protection avec ses poings de bronze, Jinka est instantanément mis KO, mais grâce à son impressionnante volonté. Il se relève. Durant, conscient de son courage, explique que sa technique déforme l'espace-temps, ce qui lui permet d'infliger des centaines de coups en une seule seconde. Il révèle également qu'il ne s'agit que de la phase initiale de sa technique et qu'il compte bien la perfectionner. Jinka, encore étourdi par les coups, réalisait que sa main gauche, désormais chargée d'énergie spirituelle, peut l'aider à apaiser son esprit. Il choquait tout le monde en enfonçant cette main énergétique dans son propre cerveau. Libérant un nouveau niveau de puissance, il fait apparaître une 7e queue faite d'une tempête de vent. Le combat reprend et Jinka utilise sa nouvelle queue pour augmenter sa vitesse, frappant Durant avant qu'il ne puisse réagir. Durant, confiant, affirme que la même technique ne fonctionne pas 2 fois contre lui. En réponse, Jinka combine 5 éléments dans son attaque finale. Il encercle Durant d'attaques de foudre et de vent et tente de le maîtriser. Malgré cela, Durant compte sur sa propre vitesse pour s'échapper et attaquer Jinka. Alors qu'il s'apprête à le frapper, plusieurs silhouettes mystérieuses apparaissent derrière eux. Interrompant le combat déconcerté, Durant et Jinka s'arrêtent et l'instant d'après, Durant est touché par la puissante bombe spirituelle de Jinka. Tama court vers Jinka et lui demande s'il a vu les étranges silhouettes, ce qui lui est confirmé. Mais avant qu'il ne comprenne ce qui s'est passé, Durant émerge de la fumée couvert de blessures. Il accepte sa défaite et offre sa tête à Jinka. Mais Tama intervient, affirmant que personne n'a plus besoin de tuer qui que ce soit. Durant admet s'être bien amusé, puis s'effondre. Observant la scène de loin, Yanzang est choqué de constater la défaite de Durant et panique. Prétextant qu'il doit fuir, la personne à côté de lui se moque de lui. Pendant ce temps, Shine affronte le roi Shine dans une pièce remplie de piliers. Il utilise ses piliers pour esquiver les attaques du roi Shine, tout en débattant avec son épée magique qui suggère de l'emmener dans des espaces ouverts pour libérer toute sa puissance distraite. Par la conversation, Shine manque d'être touché par les canons spirituels du roi Shine. L'épée magique décide alors d'agir, chargeant Qin de sa volonté et forçant le roi Shine à ouvrir un trou dans le plafond. L'épée fait voler Qin, mais le roi Shine le suit grâce au propulseur de son armure mécanique. Au paradis, le combat continue. Qin et le roi Shine échangent des coups d'épée, et l'épée magique prend un air philosophique, invitant Shine à lever les yeux vers le ciel et à se libérer de ses désirs terrestres. Inspiré,
Shine concentre toute sa puissance en une seule attaque. Il découpe alors le roi Shine et son armure mécanique, les coupant en deux, mais le roi Shine survit parmi les débris. Il tente une dernière attaque, mais Shine le désarme et les deux hommes commencent à échanger leurs flux. Shine porte finalement un coup dévastateur, détruisant le corps artificiel du roi Shine qui perd connaissance à jamais. Shine tombe à genoux et hurle en réalisant que le roi Shine est mort pendant ce temps. Jinka s'approche de son épée magique, désormais conscient et transformé en esprit. Tama suggère à Shine de rentrer chez lui et de se reposer, mais il refuse, prétextant qu'il ne se reposera pas tant que les monstres qui ont créé les humains spirituellement améliorés continueront d'exister. En chemin, Shine demande à Jinka s'il veut toujours devenir un esprit, et tous deux conviennent que, intérieurement, les esprits et les humains sont identiques. Jinka mentionnait qu'il a trouvé un moyen de transformer son corps en esprit, mais Tama lui interdit toute action, impliquant une modification de son cerveau. Tous deux se fixent intensément, mais sont interrompus par un tremblement de terre. Rinzu envoie son corbeau explorer les lieux et celui-ci découvrir quelque chose d'inquiétant. Le dieu de la montagne Tazan s'est réveillé. L'immense forteresse ambulante approche à grands pas, ce qui représente un grand danger pour eux tous sans perdre de temps. Rinzu décide d'invoquer la déesse de la montagne, espérant qu'elle puisse remettre les choses en ordre. Mais à la surprise générale, l'invocation ne semble pas fonctionner et Tazan tentait de les écraser à pas de géant. Le groupe s'enfuit et Rinzu les rassure en leur expliquant qu'un être aussi puissant que la déesse de la montagne met du temps à se manifester. Heureusement, la déesse apparaît, emportant avec elle une montagne entière. Oui, une montagne avec des jambes. La déesse regarde Tazan et déclare qu'il est temps pour lui de se reposer. Puis, d'un seul coup, elle le terrasse, la gigantesque forteresse s'effondre, laissant Yazen et Kusunoha terrifiés. Elle parle à Yazen et lui explique qu'il n'a plus qu'une seule option. Elle expose son épaule et Yazen la mord sans hésiter. À cet instant, une lumière dorée commence à rayonner de la forteresse en ruine et Jinka ressent bientôt une sensation familière. Yazen émerge de la forteresse, transformé en esprit renard à 9 queues, portant Kusunoha dans ses bras. Tama observait la scène et au même moment, Jinka lui ordonne d'avancer. Il vole vers Yazen. Kusunoha, tandis que Shine se prépare également à agir, Hanzo saisit l'occasion et demande à Shine de l'emmener au milieu du chaos. Yazen demande à Kusunoha qui est le père de Tama. Kusunoha, avec un sourire énigmatique, lui répond par une question lui demandant s'il veut vraiment savoir. Yazen décide d'abandonner le sujet et suggère qu'ils concentrent leurs efforts sur la fuite, surtout avec la déesse de la montagne devant eux. Mais la déesse ne compte pas les laisser impunis, elle lance des pains comme des projectiles qui explosent lorsqu'ils atteignent leur cible. Yazen crée une puissante barrière métallique pour bloquer les attaques, proclamant que la connaissance humaine peut vaincre des monstres comme la déesse. Cette provocation exaspère encore plus la déesse qui embrase la montagne entière. Voyant la situation intenable, Yazen et Kusunoha prennent immédiatement la Tama. Cependant, ne veut pas les laisser s'échapper. Elle demande à Jinka de la jeter dans leur direction. Il obéit, utilisant son poing de bronze pour la propulser, et Tama frappe Kusunoha d'un coup de pied direct au visage. Jinka atteint également Yazen et déchaîne ses queues pour l'attaquer. Mais Yazen, désormais sous sa forme de renard, neutralise ses attaques avec aisance. Il utilise 2 de ses queues restantes pour contre-attaquer et Jinka peut à peine se défendre avec son bâton. À ce moment-là, la déesse de la montagne décide d'interrompre sa propre attaque pour éviter de mettre son apprenti en danger. Yazen se tourne alors vers Tama, irrité par le coup qu'elle a apporté à sa bien-aimée. Tama, cependant, lui ordonne de se taire, affirmant qu'il s'agit d'une affaire de famille. Tama confrontait sa mère à ses choix et Yazen, voulant intervenir, finit par être arrêté par Jinka. Tandis qu'ils échangent des coups, Yazen se plaint et envisage de fuir avec un otage pendant le combat. Jinka interrogeait Yazen sur ses expériences et sa relation avec Koko, mais Yazen se contente de rire, refusant de répondre, ce qui pousse Jin à l'attaquer encore plus fort. Pendant ce temps, Tama fait la morale à sa mère, mais Kusunoha rit simplement, lui disant que lorsqu'on aime un homme, il faut l'accepter tel qu'il est. Cependant, Tama la réprimande, affirmant que Jinka et Genzo, qui est en l'occurrence le père de Jinka, ne commettraient jamais d'actes aussi impardonnables que Yazen. Kusunoha, intriguée, demande si Tama est tombée amoureuse de Genzo, affirmant que si c'est le cas, elle a fini par tomber amoureuse du père et du fils. Cette provocation laisse Tama momentanément sans voix, mais elle se reprend et déclare ne pas comprendre l'amour romantique. Au contraire, elle prétend aimer tous les humains pour ce qu'ils sont. Tama se souvient de ses premières rencontres avec Genzo et Jinka, renforçant son amour pour l'humanité tout entière. Kusunoha, de son côté, tentait de la convaincre de les rejoindre, arguant que Yazen peut la transformer en humaine. Mais Tama refuse, affirmant que ses amis l'acceptent telle qu'elle était déterminée. Elle jure d'arrêter Yazen à tout prix. Mais à ce moment-là, Kusunoha commente que Jinka est en train de se transformer en quelque chose d'inhumain. Lorsque Tama se retourne, elle réalisait que Jinka est désespéré
mangeant des parties spirituelles pour augmenter ses pouvoirs. Il sourit avec inquiétude et dit que la chair d'un dieu est vraiment savoureuse. Même Yanzen est choqué car il réalisait que Jinka vient de dévorer le corps de la déesse pour absorber ses pouvoirs. Il prévient Jinka que les conséquences seront néfastes. Soudain, une sensation douloureuse envahit le corps de Jinka et ses deux dernières queues, l'une de lumière et l'autre d'obscurité, émergent. Jansen prévient Jinka qu'il entre en territoire dangereux et que, à ce rythme, il ne restera pas humain longtemps. Les deux hommes s'engagent dans un combat intense et ils se dirigent si vite vers les autres qu'on ne peut voir que des traînées de lumière fendre l'air. Jinka semble avoir le dessus et parvient à repousser Jansen, mais sa raison s'effondre au passage. Pourtant, lorsque Tama l'appelle, il reprend conscience un instant. Voyant l'ouverture, Jansen tentait de l'hypnotiser et contre-attaque. Cependant, Jinka perd à nouveau le contrôle et avance. C'est à ce moment que Jansen révèle un talisman d'invocation. Alors que Jinka s'apprête à le frapper, Tama apparaît face à l'attaque et est transpercé. Mais ce n'est qu'une illusion. Kusandoa kidnappe le vrai Tama et disparaît. Jinka, persuadé d'avoir tué Tama, est consumé par une douleur si intense qu'il irradie d'une énergie noire et hurle de douleur. Il se jette sur Yanzen, complètement enragé. Mais avant qu'il ne puisse le frapper, quelque chose se produit. Et Jinka se retrouve piégé dans son esprit confus et hurlant, tandis que son corps incontrôlable continue de combattre Yanzen dans les airs. Kusunoha retient Tama en otage, observant la scène et riant, commentant que Jinka est devenu quelque chose de complètement inhumain. Shine réalisait que Tama a disparu et en déduit que Kusunoha l'a enlevé. Il demande à Rinzu de la retrouver, tandis que lui-même décidait de soutenir Jinka dans le combat. Rinzu tentait de l'en empêcher, prétextant un suicide, mais Shine est déterminé à faire payer Yanzen pour ses crimes. Pendant ce temps, Jansen utilise des illusions pour encercler Jinka furieux, l'attaquant de toutes parts. Piégé dans son esprit, Jinka réalisait que le Tama qu'il a tué n'était qu'une illusion. Mais la douleur de cet instant lui a fait perdre le contrôle. Il tentait de reprendre ses esprits, mais Jansen le manipule et le guide vers la déesse de la montagne. Jansen prévoit d'utiliser Jin comme diversion pour s'échapper. Lorsque Jinka s'avance pour attaquer Yanzen, Shine surgit par surprise et parvient à le blesser profondément, mais se blesse également. Au passage, Shine tombe au sol, gravement blessé, et Jinka, voyant Shine saigner, sent quelque chose se briser en lui. Il reste immobile un instant, puis l'énergie de la forêt commence à affluer vers lui. La déesse de la montagne panique à cette vue et ordonne à ses corbeaux de récupérer Rinzu immédiatement. Elle décide qu'ils doivent partir avant que Jinka ne draine toute l'énergie vitale de la zone. Kusunoha est également choquée par ce spectacle. Retraite, elle lâche prise sur Tama qui en profitait pour courir vers Jinka. La déesse réalisait que le corps de Yanzen, consumé par Jinka et quelques vestiges de son pouvoir, agit comme un catalyseur lui permettant d'absorber la puissance de la forêt et de la montagne. Elle déclarait que Jinka est en train de devenir une bête divine, plus puissante encore qu'un renard à 9 queues et qu'il détruira tout avant de mourir. Les queues de Jinka fusionnent en une seule, tandis que les arbres environnants se fanent et meurent. Il se transforme alors en une bête monstrueuse dotée de dizaines de queues. À cet instant, les pouvoirs spirituels de Tama reviennent en elle, la faisant grandir rapidement. Jinka, désormais hors de contrôle, avance contre Rinzu et les corbeaux. La déesse de la montagne utilise son pouvoir pour sauver Rinzu, la téléportant avec toute la montagne. Pendant ce temps, 5 silhouettes mystérieuses apparaissent dans le ciel et figent le temps. La déesse, confuse, sent que ses présences sont faibles, mais elle ne peut les ignorer. Tout est figé, mais Jinka, sous sa forme bestiale, parvient à attraper l'une des mystérieuses silhouettes prêtes à la dévorer. À cet instant, Tama intervient et lui assène un coup de pied au visage, lui ordonnant d'arrêter sa folie. Jinka l'attrape par le cou et sa conscience lui hurle de s'arrêter. Tama le fixe du regard et dit quelque chose de très drôle, disant qu'il est beau. Même en l'étranglant, ses paroles permettent à Jinka de reprendre ses esprits. Il lâche Tama qui le serre dans ses bras et lui rappelle ses paroles concernant son mariage. Lorsqu'il est devenu un esprit, elle dit qu'elle était heureuse d'entendre cela et les larmes aux yeux, elle l'embrasse. Cependant, Tama sent un zo, elle invoquée avec le talisman qu'elle a reçu. Malgré son choix, elle est entraînée avec Shine, disparaissant devant Jinka. C'est à ce moment-là que son explosion d'énergie frappe, dévastant toute la zone et détruisant même le mannequin de